À partir de ce panneau, la vitesse maximale autorisée peut être de réponse A 80 km/h, réponse B 100 km/h. Je serai prioritaire aux prochaines intersections. Réponse C oui, réponse D non. Le panneau rectangle blanc et barré annonce une sortie d'agglomération. Dans cette situation, je quitte la ville d'Argentière par la route départementale numéro 1506. À partir d'ici, les règles changent. Cela fait partie des notions importantes à connaître pour obtenir le code et le permis. Comme je circule sur une route à double sens de circulation sans terre-plein central sur une route hors agglomération, la vitesse maximale autorisée est fixée à 80 km/h. Sur ce type de route, la limitation de vitesse varie généralement entre 50, 70 et 80 km/h suivant les risques d'accident. Retenez simplement que sur une route hors agglomération à double sens de circulation sans terre-plein central, la vitesse maximale autorisée est fixée à 80 km/h, aussi bien pour les conducteurs en période probatoire que pour les conducteurs confirmés. En dessous, le panneau losange jaune signale qu'à partir d'ici, ma route devient prioritaire aux prochaines intersections. Les usagers voulant s'insérer sur cette route devront me céder la priorité. Cette information leur sera généralement signalée par des stops ou des céder le passage. À partir de ce panneau, la vitesse maximale autorisée peut être de réponse A 80 km/h. Je serai prioritaire aux prochaines intersections. Réponse C, oui. Réponse A et C. Lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres, la vitesse maximale autorisée est de réponse A 30 km/h. Réponse B 50 km/h. Réponse C 70 km/h. Lorsqu'il y a du brouillard ou que la visibilité est réduite à moins de 50 mètres, la règle du code de la route est très claire. La vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, même si la limitation habituelle est plus élevée. Cela permet de réagir rapidement à un obstacle ou à un danger. En cas de fort brouillard, vous devez allumer vos feux de croisement ainsi que vos feux de brouillard avant et arrière. Attention, le non-respect de ces règles vous expose à 135 € d'amende. Lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres, la vitesse maximale autorisée est de réponse B 50 km/h. Ce créneau de dépassement s'étend sur 400 mètres. Réponse A oui, réponse B non. En période probatoire, la vitesse y est limitée à réponse C 80 km/h. Réponse D, 90 km/h. Le panneau carré avec deux flèches dans mon sens de circulation indique le début d'un créneau de dépassement. Il indique le début d'une voie supplémentaire dans la direction du conducteur. Le panonceau en dessous avec les flèches précise la longueur du créneau. Cette nouvelle voie de dépassement s'étend sur 400 mètres à partir d'ici. Les créneaux de dépassement sont généralement aménagés sur les routes nationales ou départementales à double sens de circulation sans séparateur central où la vitesse est habituellement limitée à 80 km/h. Il facilite le dépassement et relève la limitation de vitesse à 90 km/h, mais uniquement pour les conducteurs hors période probatoire. Les jeunes conducteurs restent limités à 80 km/h, mais ils peuvent quand même utiliser cette voie pour dépasser. La fin du créneau de dépassement est annoncée par ce panneau. Il indique que la chaussée repasse à une voie dans mon sens de circulation et la limitation de vitesse repasse à 80 km/h.
Ce créneau de dépassement s'étend sur 400 mètres, réponse A, oui. En période probatoire, la vitesse y est limitée à, réponse C, 80 km/h, réponse A et C. La signalisation m'autorise à dépasser ce cycliste. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ce cycliste circule sur une bande cyclable. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau rond et rouge avec deux voitures à l'intérieur signale qu'à partir d'ici, le dépassement des véhicules à 4 roues est interdit. La ligne mixte centrale confirme cette information. Comme la ligne blanche continue se trouve de mon côté, je ne suis pas autorisé à dépasser. À l'inverse, les usagers arrivant en face sont autorisés à dépasser car la ligne continue n'est pas de leur côté. Le code de la route interdit de franchir une ligne blanche continue. Mais il existe une exception. Le chevauchement d'une ligne continue est toléré pour dépasser un engin de déplacement personnel motorisé, comme une trottinette électrique, un scooter 50 cm3, un cycliste ou un véhicule lent. Chevaucher une ligne blanche consiste à empiéter sur la voie opposée sans franchir la ligne entièrement. Comme je circule hors agglomération, je laisse un espace entre le cycliste et mon véhicule d'au moins 1,50 m. Méfiez-vous, ces exceptions sont à l'appréciation des forces de l'ordre. À noter, une piste cyclable est une voie séparée de la chaussée, alors qu'une bande cyclable fait partie de la chaussée. Elle est seulement délimitée par un marquage au sol. Dans cette situation, il s'agit d'une bande cyclable. La signalisation m'autorise à dépasser ce cycliste, réponse A, oui. Ce cycliste circule sur une bande cyclable, réponse C, oui. Réponse A et C. À la prochaine intersection, je dois céder la priorité. Réponse A, à gauche. Réponse B, à droite. La chaussée va être réduite. Réponse C, oui. Réponse D, non. Pour obtenir son permis, il faut absolument comprendre la signalisation. Ces deux panneaux sont de forme triangle. Ils annoncent un danger. Le panneau en haut avec une croix signale qu'à la prochaine intersection, je devrais céder la priorité à droite. Comme je suis en agglomération, le panneau de danger se trouve à environ 50 mètres de la prochaine intersection. En dessous, le panneau signale un rétrécissement de la chaussée. Dans cette situation, je place le pied au-dessus de la pédale de frein et je me tiens prêt à m'arrêter. À la prochaine intersection, je dois céder la priorité. Réponse B, à droite. La chaussée va être réduite. Réponse C, oui. Réponse B et C. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Bienvenue dans cette série du Code de la route. Abonne-toi pour ne pas louper les nouvelles séries et mets un like pour soutenir la chaîne. Allez, on continue. Un véhicule arrive dans ma direction. Je suis prioritaire. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je m'engage. Réponse C, oui. Réponse D, non. À droite, le panneau rond avec les flèches annonce sans le dire un rétrécissement de la chaussée où le croisement entre deux véhicules est compliqué. La flèche rouge pointant vers l'avant signale qu'en cas de croisement avec un véhicule arrivant en face, je ne serai pas prioritaire et je devrais le laisser passer. À l'inverse, si vous voyez un panneau carré bleu avec une flèche rouge pointant vers le bas et une flèche blanche vers le haut, vous avez la priorité de passage.
À noter, ces deux panneaux sont toujours installés ensemble dos à dos. Dans les deux cas, restez prudent et soyez prêt à vous arrêter même si vous êtes prioritaire. Un véhicule arrive dans ma direction, je suis prioritaire. Réponse B, non. Je m'engage. Réponse D, non. Réponse B et D. Dans cette situation, la vitesse va être limitée à réponse A, 30 km/h. Réponse B, 50 km/h. Je serai prioritaire aux prochaines intersections. Réponse C, oui. Réponse D, non. Il est important de bien comprendre la signalisation. Cette configuration de panneau annonce une entrée en agglomération. En haut, le panneau losange jaune barré indique que ma route perd son caractère prioritaire. À partir d'ici, je ne suis plus systématiquement prioritaire à toutes les prochaines intersections. Je pourrais rencontrer des feux tricolores, des carrefours à sens giratoire, des stops ou des céder le passage. Le panonceau en dessous m'indique que je circule sur la départementale numéro 153. Le panneau rectangle avec un liseré rouge annonce une entrée en agglomération. Ce panneau signale sans le dire que la vitesse est maintenant limitée à 50 km/h. Mais le panneau en dessous signale le début d'une zone limitée à 30 km/h. Je dois donc m'attendre à croiser des piétons, des cyclistes ou des trottinettes. Juste derrière, le panneau triangle avec un piéton confirme ces informations. Il s'agit d'un panneau de danger. Comme il est implanté en agglomération, le passage piéton se trouve à environ 50 mètres plus loin. Dans cette situation, la vitesse va être limitée à réponse A 30 km/h. Je serai prioritaire aux prochaines intersections. Réponse D, non. Réponse A et D. À cette intersection, je suis autorisé à tourner à droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je bénéficie de la priorité. Réponse C, oui. Réponse D, non. En haut, le panneau triangle annonce un danger. Le symbole à l'intérieur signale une priorité ponctuelle. Je serai prioritaire uniquement à la prochaine intersection. Dans cette situation, j'ai la priorité de passage. Je ne dois pas céder la priorité à droite. En dessous, le panneau carré annonce un croisement complexe. Son rôle est de préciser l'ordre de priorité et les particularités de la prochaine intersection. Il est généralement installé à des endroits où le risque d'accident est élevé en raison de la configuration de la route ou du manque de visibilité. Ce panneau se lit de bas en haut. La ligne la plus épaisse indique la route prioritaire. Le panneau rond et rouge avec une barre blanche m'indique que je ne suis pas autorisé à tourner dans la rue à droite. Il s'agit du panneau sens interdit. À ce croisement, des véhicules sont susceptibles d'arriver soudainement par la droite. Même si je suis prioritaire, je ralentis et je place mon pied au-dessus de la pédale de frein. À cette intersection, je suis autorisé à tourner à droite. Réponse B, non. Je bénéficie de la priorité. Réponse C, oui. Réponse B et C. La signalisation m'autorise à tourner dans la rue à gauche. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le panneau bleu carré indique que la rue à gauche est une impasse. Une impasse est une rue ou voie sans issue. On y entre et on y sort par le même endroit. Il existe plusieurs panneaux annonçant une impasse. Certains s'adressent à tout le monde comme dans cette rue, et d'autres indiquent une issue pour les piétons ou les cyclistes. Ce panneau ne m'interdit pas de tourner à gauche. En dessous, le panneau rond avec une barre diagonale interdit le stationnement dans cette rue, à ne pas confondre avec le panneau qui interdit à la fois l'arrêt et le stationnement.
La signalisation m'autorise à tourner dans la rue à gauche. Réponse A, oui. La chaussée passe en double sens de circulation. Réponse A, immédiatement. Réponse B, dans 50 mètres. La vitesse va être limitée à. Réponse C, 2 km/h. Réponse D, 20 km/h. Tout en haut du panneau, le feu orange clignotant permet d'attirer l'attention sur la présence d'un danger. Le panneau triangle avec 2 flèches signale qu'à partir d'ici, la route est à double sens de circulation. À l'inverse de la plupart des panneaux de danger, ce panneau est installé directement à hauteur du danger. Dans cette situation, je dois donc m'attendre à croiser des usagers arrivant en face. En dessous, le panneau bleu carré indique le début d'une zone de rencontre. À partir d'ici, les piétons, cyclistes et autres usagers sont prioritaires et peuvent traverser la chaussée en dehors des passages piétons. La vitesse autorisée est abaissée à 20 km/h. Le panneau rond cerclé de rouge interdit l'accès à cette rue aux véhicules mesurant plus de 2 mètres de largeur. Enfin, le prochain panneau signale un rétrécissement de la chaussée par son centre. Toute cette signalisation est mise en place car cet endroit présente un fort risque d'accident. Dans cette situation, soyez vigilants et gardez votre pied au-dessus de la pédale de frein. La chaussée passe en double sens de circulation. Réponse A, immédiatement. La vitesse va être limitée à. Réponse D, 20 km/h. Réponse A et D. Dans cette situation, réponse A, je klaxonne. Réponse B, je cède le passage au cycliste. Réponse C, je place mon pied sur la pédale de frein. La piste cyclable à droite se termine et se transforme en bande cyclable. Comme le bus rouge est arrêté dessus, les cyclistes vont devoir rouler sur la chaussée pour continuer leur chemin. Dans cette situation, la règle est simple. Les cyclistes sortant d'une piste cyclable qui se termine ont la priorité sur les véhicules se trouvant derrière eux. Ici, klaxonner est inutile et pourrait déstabiliser les cyclistes. En ville, l'avertisseur sonore est autorisé dans seulement 2 cas, pour éviter un accident immédiat ou en cas de danger imminent. Dans cette situation, je ralentis en plaçant mon pied au-dessus de la pédale de frein pour anticiper un arrêt d'urgence, et je laisse les cyclistes s'insérer devant moi sur la chaussée. Dans cette situation, réponse B, je cède le passage au cycliste. Réponse C, je place mon pied sur la pédale de frein. Réponse B et C. En tenant mon téléphone dans la main, lorsque le moteur est allumé, je risque une amende de 135 €. Réponse A, oui. Réponse B, non. Un retrait de 3 points. Réponse C, oui. Réponse D, non. Beaucoup de gens pensent que tenir son téléphone n'est interdit que lorsque l'on roule. En réalité, dès que le moteur du véhicule est allumé, même si on est arrêté sur une place de parking, tenir son téléphone en main est une infraction passible d'une amende de 135 € et d'une perte de 3 points. Méfiez-vous, les infractions peuvent se cumuler et faire perdre jusqu'à 8 points d'un coup. Par exemple, si les forces de l'ordre vous voient au volant sans ceinture avec votre téléphone à la main, vous risquez de perdre 6 points d'un coup. En tenant mon téléphone dans la main lorsque le moteur est allumé, je risque une amende de 135 €. Réponse A, oui. Un retrait de 3 points. Réponse C, oui. Réponse A et C. Dans cette situation, je cède la priorité à droite. Réponse A, oui.
Réponse B, non. À droite, la ligne blanche du marquage au sol oblige les véhicules voulant s'insérer sur la chaussée à s'arrêter. Le panneau rouge Stop confirme cette obligation. Mais dans cette situation, il s'agit d'un véhicule de police avec ses gyrophares et sa sirène allumée. Lorsqu'un véhicule d'intérêt général prioritaire utilise ses feux bleus et sa sirène à deux tons, il devient prioritaire sur le reste des véhicules. Dans cette situation, je ralentis pour laisser passer le véhicule de police. À noter, si un véhicule prioritaire n'a pas ses gyrophares et sa sirène en marche, il perd son caractère prioritaire et doit respecter les règles du code de la route. Dans cette situation, je cède la priorité à droite. Réponse A, oui. À ce croisement sans signalisation, l'ordre correct de passage est réponse A, voiture numéro 1, puis voiture numéro 2, puis voiture numéro 3. Réponse B, voiture numéro 3, puis voiture numéro 2, puis voiture numéro 1. À ce croisement sans signalisation, la priorité à droite permet de connaître l'ordre de passage correct de ces véhicules. La voiture jaune numéro 3 doit céder le passage à la voiture rouge numéro 2, car du point de vue de la voiture numéro 3, la voiture numéro 2 se trouve à sa droite. Il s'agit d'une priorité à droite. La voiture rouge numéro 2 doit céder le passage à la voiture bleue numéro 1. Car du point de vue de la voiture numéro 2, la voiture numéro 1 se trouve à sa droite. Il s'agit d'une priorité à droite. Enfin, comme aucune voiture ne se trouve à droite de la voiture bleue numéro 1, elle est prioritaire et peut donc s'engager. En changeant le point de vue de l'image, on se rend mieux compte qu'aucun véhicule ne se trouve à droite de la voiture bleue numéro 1. C'est ensuite au tour de la voiture rouge numéro 2 de passer, puis enfin à la voiture numéro 3. À ce croisement sans signalisation, l'ordre correct de passage est réponse A, voiture numéro 1, puis voiture numéro 2, puis voiture numéro 3. Je m'apprête à entrer sur réponse A, une rocade, réponse B, une autoroute. Sur ce type de route, la vitesse maximale est limitée à réponse C, 110 km/h, réponse D, 130 km/h. Le panneau carré bleu indique le début d'une route à accès réglementé. Il annonce sans le dire que les piétons, cyclistes et cyclomoteurs n'y sont pas autorisés. Sur une route à accès réglementé, la vitesse maximale est limitée à 110 km/h par beau temps et à 100 km/h en cas de pluie. À l'inverse des autoroutes, ce type de route est gratuit. En haut du panneau, le cartouche rouge indique qu'il s'agit de la route nationale numéro 136. Le petit carré noir avec un cercle m'indique qu'il s'agit d'une rocade. À savoir, une rocade est une route qui contourne l'agglomération, ce qui permet d'éviter les embouteillages du centre-ville. Selon les villes, elle peut aussi être appelée périphérique ou périph'. Rappelez-vous, le panneau annonçant une autoroute est lui aussi bleu, mais son pictogramme représente une route. Je m'apprête à entrer sur réponse A, une rocade. Sur ce type de route, la vitesse maximale est limitée à réponse C, 110 km/h. Réponse A et C. Sur l'autoroute, avec le permis probatoire, la vitesse est limitée à réponse A, 110 km/h. Réponse B, 130 km/h.
Ce panneau est implanté sur l'autoroute pour rappeler les limitations de vitesse aux conducteurs. 130 km/h par temps sec et 110 km/h quand il pleut. Sur l'autoroute, les limitations de vitesse des jeunes conducteurs en permis probatoire sont plus basses. Avec votre permis probatoire, votre vitesse maximale va être limitée en fonction du type de chaussée. Sur l'autoroute, lorsque la vitesse est limitée à 130 km/h, vous serez limité à 110 km/h. Sur les routes à accès réglementé ou les rocades, la limitation de vitesse passe de 110 km/h à 100 km/h. Sur les routes hors agglomération à double sens de circulation sans séparateur central, la vitesse maximale reste fixée à 80 km/h maximum. Rappelez-vous qu'en tant que jeune conducteur, les limitations de vitesse comprises entre 0 et 80 km/h sont les mêmes pour tout le monde. Sur l'autoroute avec le permis probatoire, la vitesse est limitée à, réponse A, 110 km/h. Dans 2800 mètres, je vais rencontrer, réponse A, une sortie, réponse B, une bifurcation. Des travaux sont en cours dans, réponse C, 400 mètres, réponse D, 4000 mètres. Le panneau bleu à droite annonce une bifurcation d'autoroute dans 2800 mètres. Une bifurcation est un endroit où l'autoroute se divise en deux et permet de changer de direction tout en restant sur l'autoroute. Dans 2800 mètres, je pourrais rester sur l'autoroute A40 ou bifurquer sur l'autoroute A411. À gauche, le panneau à message variable m'annonce que dans 4 km, donc dans 4000 mètres, des travaux sont en cours. Le pictogramme du panneau signale un rétrécissement de la chaussée. La route va passer de 2 voies à 1 voie du côté gauche de la chaussée. Dans 2800 mètres, je vais rencontrer, réponse B, une bifurcation. Des travaux sont en cours dans, réponse D, 4000 mètres. Réponse B et D. En cas de danger, un conducteur freine. Réponse A, instantanément. Réponse B, après une seconde. Lorsque l'on conduit, il faut approximativement 1 seconde au cerveau pour percevoir un danger et donner l'ordre au pied d'appuyer sur la pédale de frein. Cette seconde s'appelle le temps de réaction. Rappelez-vous qu'il faut laisser un intervalle de sécurité de 2 secondes avec le véhicule de devant. À noter, on peut facilement calculer la distance parcourue en 1 seconde. Il suffit de multiplier le ou les premiers chiffres de la vitesse des km/h par 3. Par exemple, à 100 km/h, je multiplie 10 par 3. À 100 km/h, je parcours environ 30 mètres pendant 1 seconde. Donc à 100 km/h, j'aurai déjà parcouru 30 mètres entre le moment où je perçois le danger et le moment où je commence à appuyer sur le frein. En cas de danger, un conducteur freine, réponse B, après 1 seconde. Pour convertir 50 km/h en mètres par seconde, je multiplie 5 par 3. Réponse A, oui. Réponse B, non. Pour obtenir votre code de la route, vous devez savoir convertir la vitesse en km/h en mètres par seconde. Ce calcul permet d'estimer la distance parcourue en 1 seconde et 1 seconde correspond au temps de réaction. Le temps de réaction correspond à la durée qui s'écoule entre le moment où vous percevez un danger et le moment où vous appuyez sur la pédale de frein. À 50 km/h, quelle distance je parcours en mètres en 1 seconde? C'est très simple, il suffit de multiplier le ou les premiers chiffres de la vitesse par 3. À 50 km/h, je prends le chiffre 5. Donc 5 fois 3 égale 15. À 50 km/h, je parcours environ 15 mètres par seconde.
Comme mon temps de réaction est d'1 seconde, à 50 km/h, je parcours 15 mètres avant d'appuyer sur la pédale de frein. Autre exemple, à 100 km/h, quelle distance je parcours en mètres en 1 seconde? Pour calculer, je prends les deux premiers chiffres de 100, donc 10, et je le multiplie par 3. Donc 10 fois 3 égale 30. À 100 km/h, je parcours environ 30 mètres par seconde. Comme mon temps de réaction est d'1 seconde, à 100 km/h, je parcours 30 mètres avant d'appuyer sur la pédale de frein. Pour convertir 50 km/h en mètres par seconde, je multiplie 5 par 3. Réponse A, oui. En cas d'accident, je dois. Réponse A, alerter, protéger, secourir. Réponse B, protéger, alerter, secourir. Réponse C, secourir, alerter, protéger. Si vous êtes impliqué ou témoin d'un accident et qu'aucun secours n'est sur place, votre priorité est d'abord de protéger la zone et les personnes. Vous devez mettre un gilet haute visibilité, placer les passagers et les victimes hors de la route, allumer les feux de détresse et installer un triangle de présignalisation à environ 30 mètres avant le véhicule. À noter, si l'accident se passe sur l'autoroute, il est interdit d'installer un triangle. À noter également, si les secours sont déjà sur place, vous ne devez pas vous arrêter. Ensuite, alertez les secours. Composez le 112, le 15, le 17 ou le 18. Communiquez le lieu, le type d'accident, le nombre de véhicules, de blessés et leur état de santé. Enfin, secourez les victimes. Si vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas à prendre conseil directement avec les secours par téléphone. À retenir, s'il s'agit de motards, il ne faut surtout pas leur enlever leur casque. Dans tous les cas, ne donnez ni boisson ni nourriture aux blessés. L'ordre d'intervention est protéger, alerter, secourir. Pour s'en souvenir plus facilement pendant l'examen, retenez, lors d'un accident, pas de panique. PAS. En cas d'accident, je dois, réponse B, protéger, alerter, secourir. Sur l'autoroute, les bornes d'appel d'urgence sont placées tous les. Réponse A, 2 km. Réponse B, 5 km. Réponse C, 10 km. Les bornes d'appel d'urgence sont installées le long des autoroutes, dans les tunnels et parfois sur les routes à accès réglementé. Elles servent à prévenir rapidement les secours en cas de panne ou d'accident. Si vous rencontrez un problème sur l'autoroute, stationnez votre véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence, enfilez un gilet de haute visibilité, sortez du véhicule par la droite et placez-vous derrière la glissière de sécurité. Puis dirigez-vous vers une borne afin d'avertir les secours. Sur l'autoroute, les bornes d'appel d'urgence sont placées à environ tous les 2 km. Vous pouvez aussi appeler le 112 et communiquer votre position grâce aux bornes kilométriques ou utiliser la commande e-call de votre véhicule. À noter, en cas de panne sur l'autoroute, il est interdit de mettre un triangle de présignalisation. Sur l'autoroute, les bornes d'appel d'urgence sont placées tous les, réponse A, 2 km. En cas d'accident, le système e-call prévient les secours automatiquement. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ce système peut être déclenché manuellement. Réponse C, oui. Réponse D, non. L'e-call est un système d'appel d'urgence automatique. Il est installé dans tous les véhicules récents.
Si vous êtes victime d'un accident grave, un appel d'urgence est envoyé automatiquement vers une centrale d'appel d'urgence. L'alerte peut aussi être donnée en appuyant directement sur le bouton SOS. Le système partage votre position, le nombre d'airbags déclenchés et transmet une estimation de la gravité de l'accident. L'e-call est connecté au service d'urgence européenne. Vous pouvez également contacter ce service en composant le 112. En cas d'accident, le système e-call prévient les secours automatiquement. Réponse A, oui. Ce système peut être déclenché manuellement. Réponse C, oui. Réponse A et C. Dans un tunnel, s'arrêter sur un emplacement d'arrêt d'urgence est autorisé. Réponse A pour se reposer. Réponse B pour téléphoner. Réponse C si un voyant orange s'allume. Réponse D si un voyant rouge s'allume. Dans un tunnel, un emplacement d'arrêt d'urgence ne doit être utilisé qu'en cas de nécessité absolue. Panne mécanique grave, malaise d'un passager, accident ou début d'incendie imposant l'arrêt immédiat du véhicule hors des voies de circulation. Si vous rencontrez un de ces problèmes, allumez les feux de détresse, coupez le moteur en laissant les clés sur le contact, contactez les secours via la borne d'appel d'urgence d'une niche de sécurité, puis rejoignez l'issue de secours la plus proche. Hors de ces situations d'extrême urgence, il est fortement interdit de s'y arrêter ou de s'y stationner. Si un voyant orange ou jaune s'allume, cela signifie que le système a détecté une anomalie non critique. Vous pouvez continuer votre route, il faudra malgré tout prendre rendez-vous dans un garage. En revanche, un voyant rouge indique une défaillance majeure pouvant provoquer de graves dommages au véhicule. Vous devez vous arrêter immédiatement, couper le moteur et contacter l'assistance routière ou un dépanneur. Dans un tunnel, s'arrêter sur un emplacement d'arrêt d'urgence est autorisé. Réponse D si un voyant rouge s'allume. Le remplissage du réservoir de liquide de refroidissement se fait moteur à froid. Réponse A oui. Réponse B non. Sur un sol plat. Réponse C oui. Réponse D non. Le liquide de refroidissement est essentiel au bon fonctionnement du moteur. Il régule la température interne du moteur en circulant dans le circuit de refroidissement. C'est pour cette raison qu'il est important de vérifier son niveau. Faites très attention si vous ouvrez le réservoir du liquide de refroidissement avec un moteur chaud. Le liquide risque de vous brûler le visage. Toujours ajuster le niveau de liquide à froid. Pour contrôler le niveau du réservoir, il est préférable de le faire sur un terrain plat afin de bien visualiser les repères mini et maxi. Le remplissage du réservoir de liquide de refroidissement se fait moteur froid, réponse A oui, sur un sol plat, réponse C oui, réponse A et C. Sur les véhicules récents, l'ajustement du volant est possible en hauteur. Réponse A oui, réponse B non, en profondeur. Réponse C oui, réponse D non. Sur la plupart des voitures modernes, il est possible de régler le volant en hauteur et en profondeur. Cela permet de conduire dans la meilleure position. N'oubliez pas de régler votre siège avant de régler le volant. Pour rappel, l'ordre des réglages au poste du conducteur est le siège en premier, ensuite le dossier avec l'appui-tête, puis le volant, ensuite les rétroviseurs et pour finir, la ceinture de sécurité. Sur les véhicules récents, l'ajustement du volant est possible en hauteur, réponse A oui, en profondeur, réponse C oui, réponse A et C. Cette commande empêche l'ouverture des portières arrière de l'intérieur. Réponse A oui, réponse B non.
En activant la sécurité enfant, les portières arrière du véhicule sont verrouillées de telle manière qu'elles ne peuvent pas être ouvertes de l'intérieur. Cela empêche aux jeunes enfants assis à l'arrière de sortir du véhicule pendant qu'il est en mouvement, réduisant ainsi les risques d'accidents graves. À noter, cette commande se trouve généralement sur les flancs de chaque portière arrière, comme sur l'image, et peut également se trouver au poste de pilotage via une commande électronique. Cette commande empêche l'ouverture des portières arrière de l'intérieur. Réponse A, oui. L'ordre des pédales de gauche à droite est réponse A, embrayage, frein, accélérateur. Réponse B, accélérateur, frein, embrayage. La pédale du milieu est gérée par réponse C, le pied gauche. Réponse D, le pied droit. Il est essentiel de connaître le rôle des pédales d'un véhicule. La pédale d'embrayage se trouve à gauche. Elle permet de désengager le moteur de la boîte de vitesse pour passer les rapports. Par exemple, passer de la première vitesse à la deuxième vitesse. Lorsque vous appuyez sur la pédale d'embrayage, vous débrayez. Lorsque vous relâchez la pédale, vous embrayez. Les roues se reconnectent au moteur et la voiture avance selon le rapport engagé. Au centre, il s'agit de la pédale de frein. Elle sert à ralentir ou s'arrêter. Quand j'appuie sur la pédale de frein, j'exerce une pression sur le liquide de frein. Cette pression se transmet jusqu'aux plaquettes de frein et appuie sur les disques pour ralentir ou arrêter le véhicule. Enfin, la pédale de droite commande l'arrivée de carburant au moteur pour augmenter la vitesse. Il s'agit de la pédale d'accélérateur. À noter, avec une voiture à boîte manuelle, le pied gauche est exclusivement utilisé pour actionner la pédale d'embrayage, tandis que le pied droit est mobile et sert à appuyer soit sur la pédale de frein, soit sur celle de l'accélérateur. Le talon du pied droit doit rester au sol et pivoter entre le frein et l'accélérateur. L'ordre des pédales de gauche à droite est réponse A, embrayage, frein, accélérateur. La pédale du milieu est gérée par réponse D, le pied droit. Réponse A et D. Pour régler mon siège, j'appuie à fond sur la pédale d'embrayage. Réponse A, oui. Réponse B, non. Voici comment régler correctement le siège conducteur en utilisant les pédales. Appuyez à fond sur la pédale d'embrayage avec votre jambe gauche, pédale de gauche avec le talon au sol. Si vous conduisez une voiture à boîte automatique, servez-vous de la pédale de frein. Puis réglez la position avant-arrière du siège. La jambe gauche doit rester légèrement fléchie sans être tendue lorsque vous enfoncez complètement l'embrayage. Les hanches doivent rester en contact avec le dossier sans que le dos ne se décolle. Pour rappel, l'ordre de réglage correct à effectuer au poste de conduite est siège, volant, rétroviseur, ceinture de sécurité. Pour régler mon siège, j'appuie à fond sur la pédale d'embrayage. Réponse A, oui. Le voyant affiché dans le rétroviseur indique réponse A, le clignotant. Réponse B, le dégivrage. Réponse C, l'indicateur de présence d'angle mort. L'indicateur de présence d'angle mort est un dispositif installé dans certains véhicules qui aide à prévenir les collisions causées par les véhicules se trouvant dans les angles morts du conducteur. Ce système utilise des capteurs situés sur les côtés et l'arrière du véhicule pour détecter la présence de véhicules dans la zone non visible directe du conducteur. Lorsqu'un véhicule est détecté dans l'angle mort, le système émet généralement un avertissement visuel ou sonore. Cela permet d'alerter le conducteur d'un danger potentiel. Le voyant affiché dans le rétroviseur indique, réponse C, l'indicateur de présence d'angle mort. Le système de contrôle de pression des pneus signale un manque de pression. Réponse A, oui. Réponse B, non. Indique leur état d'usure. Réponse C, oui. Réponse D, non.
Ce système ne mesure pas l'état d'usure des pneus, il mesure, grâce à des capteurs, l'état de pression des pneus. Si un pneu manque d'air, ce voyant s'allume sur le tableau de bord. En cas d'alerte, arrêtez-vous dès que possible pour ajuster la pression. Le niveau de pression est souvent indiqué dans le manuel du véhicule ou une étiquette à l'intérieur de la portière du conducteur. Conduire avec des pneus sous-gonflés peut allonger les distances de freinage, augmenter la consommation de carburant et réduire la stabilité du véhicule. Le système de contrôle de pression des pneus signale un manque de pression. Réponse A, oui. Indique leur état d'usure. Réponse D, non. Réponse A et D. Après avoir heurté un trottoir, j'observe une déformation ou une fissure sur le côté du pneu. Réponse A, je poursuis mon chemin plus lentement. Réponse B, je m'arrête pour installer la roue de secours. En ville, les trottoirs, bordures et les trous sur la chaussée peuvent endommager vos roues ou vos jantes. Un choc entre un pneu et un trottoir peut provoquer une hernie. Cela crée une bosse sur le flanc et endommage la structure du pneu. Dans cet état, le pneu n'est plus sûr pour la conduite. Continuer à utiliser le véhicule dans ces conditions peut entraîner une amende de 135 €. Face à cette situation, si je suis en possession d'une roue de secours, je remplace la roue endommagée. Dans le cas contraire, je prends rendez-vous avec un garagiste. Après avoir heurté un trottoir, j'observe une déformation ou une fissure sur le côté du pneu. Réponse B, je m'arrête pour installer la roue de secours. Je commence le remplacement du pneu par réponse A, desserrer les écrous. Réponse B, lever la voiture avec le cric. Je desserre les écrous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Réponse C, oui. Réponse D, non. Vous serez peut-être amené à changer une roue suite à une crevaison. Il est important de connaître les bases pour changer une roue. Pour rappel, il n'est pas obligatoire de posséder une roue de secours dans un véhicule. Petite astuce pour les petites crevaisons, pensez à acheter une bombe anti-crevaison. Ça ne prend quasiment pas de place et ça vous permet de réparer et regonfler le pneu en 30 secondes. Puis n'oubliez pas de changer rapidement votre pneu chez un garagiste. Pour changer la roue, commencez par sortir les outils. Ils sont généralement rangés dans le coffre. Desserrez les boulons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois les boulons desserrés, placez le cric à l'emplacement destiné. Tournez la manivelle pour faire monter le cric. Une fois que la roue ne touche plus le sol, vous pouvez la retirer et la remplacer par la roue de secours. Une fois les boulons resserrés, replacez la roue crevée et les outils à leur emplacement dans le coffre. À noter, il existe deux types de roues de secours. Les roues de secours normales, comme les autres roues du véhicule, et les roues de secours galettes, comme ici dans la vidéo. Attention, avec une roue de secours de type galette, vous êtes limité à une vitesse de 80 km/h maximum. Pour finir, n'oubliez pas de remplacer le pneu crevé dans un garage. Généralement, on change les pneus par paire, c'est-à-dire 2 pneus d'un coup. Je commence le remplacement du pneu par réponse A, desserrer les écrous. Je desserre les écrous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Réponse C, oui. Réponse A et C. Ces enfants sont correctement installés. Réponse A, oui. Réponse B, non. Dans cette situation, ces enfants ne sont pas en sécurité. La bretelle haute de la ceinture doit passer sur l'épaule en travers de la poitrine, jamais sur la gorge. Elle doit être posée au milieu de l'épaule, juste en dessous du cou sans étrangler et glisser sur la clavicule, tandis que la sangle basse se place bien plaquée sur les hanches au ras du bassin pour répartir les forces du choc sur les os solides. Tout enfant de moins de 10 ans et mesurant moins d'1,30 m doit obligatoirement voyager dans un siège auto adapté à sa morphologie.
Au-delà de 10 ans et à partir d'1,30 m, il peut s'installer sans siège auto à condition qu'il soit correctement positionné. Ces enfants sont correctement installés. Réponse B, non. Avec mon permis B seul, je suis autorisé à transporter jusqu'à 8 passagers en plus du conducteur. Réponse A, oui. Réponse B, non. Il est important de connaître quel type de véhicule vous êtes autorisé à conduire avec votre permis. Avec le permis B seul, vous êtes autorisé à conduire une voiture, un minibus, une camionnette ou un camping-car à condition que le PTAC, poids total admissible en charge, ne dépasse pas 3,5 tonnes. Vous êtes également autorisé à transporter 8 passagers au maximum et conduire des véhicules de 9 places assises. Vous pouvez tracter une remorque ou une caravane de moins de 750 kg sans condition et plus de 750 kg à condition que la somme des PTAC véhicules plus attelage ne dépasse pas 3,5 tonnes. Avec le permis B seul, vous êtes uniquement autorisé à conduire des deux roues de moins de 50 cm3. Pour conduire une moto ou un scooter de 125 cm3 avec un permis B, vous devez avoir le permis depuis au moins 2 ans et suivre une formation de 7 heures coûtant en moyenne 300 €, sauf si vous avez obtenu le permis avant 1980 ou avoir assuré un deux roues entre 2006 et 2011. Avec mon permis B seul, je suis autorisé à transporter jusqu'à 8 passagers en plus du conducteur. Réponse A, oui. Conduire avec les vitres ouvertes augmente significativement la consommation de carburant en ville. Réponse A, oui. Réponse B, non. Sur l'autoroute. Réponse C, oui. Réponse D, non. En ville, à faible vitesse, entre 30 et 50 km/h, ouvrir les vitres n'augmente pas beaucoup la consommation car la résistance à l'air est faible. Sur l'autoroute, à 110 ou 130 km/h, c'est différent. Les vitres ouvertes créent une résistance à l'air importante, ce qui force le moteur à consommer plus jusqu'à 5 à 10% de carburant en plus. De plus, rouler à cette vitesse les vitres ouvertes expose vos oreilles à un niveau sonore élevé. Une exposition prolongée à ce niveau sonore peut entraîner des troubles, voire une perte auditive. Conduire avec les vitres ouvertes augmente significativement la consommation de carburant en ville. Réponse B, non. Sur l'autoroute, réponse C, oui. Réponse B et C. Le symbole représentant les feux arrière est le symbole. Réponse A, numéro 1. Réponse B, numéro 2. Réponse C, numéro 3. Réponse D, numéro 4. Pour être en règle et obtenir votre permis, il est important de connaître les symboles des phares et quand les allumer. Le premier symbole représente les feux de position, aussi appelés veilleuses. Le deuxième symbole représente les feux de croisement. En troisième position, le symbole représente les pleins phares, aussi appelés feux de route. En numéro 4, il s'agit des feux de brouillard avant. En dernière position, le symbole représente les feux de brouillard arrière du véhicule. À noter, les symboles des feux de croisement, de plein phare et de feux de brouillard avant pointent vers la gauche, tandis que le symbole des feux de brouillard arrière est le seul à pointer vers la droite. Voyons maintenant dans quelle situation il faut les utiliser. Circuler avec les feux de position seuls est toléré en ville lorsque la chaussée est correctement éclairée. Leur rôle principal est de rendre visible un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, surtout dans l'obscurité ou en cas de faible visibilité. Les feux de croisement peuvent être utilisés à tout moment et dans n'importe quelle situation. En agglomération, hors agglomération, en ville, sur l'autoroute, que la chaussée soit éclairée ou non, et peu importe les conditions météorologiques.
À noter, ils sont obligatoires dans les tunnels. Les feux de route sont les phares les plus puissants d'un véhicule. Vous devez les utiliser uniquement de nuit si la chaussée n'est pas éclairée et repasser en feu de croisement si un véhicule arrive en face de vous. Les pleins phares sont déconseillés par temps de pluie, neige ou brouillard, car ils réduisent la visibilité du conducteur en provoquant des reflets. Les feux de brouillard avant sont conçus pour améliorer la visibilité en cas de forte pluie, de chute de neige ou de brouillard dense. Ils éclairent la route de manière large et basse. Leur usage est autorisé en complément des feux de croisement lorsque la visibilité est fortement réduite. Enfin, les feux de brouillard arrière sont uniquement autorisés en cas de brouillard ou de neige. Ils sont strictement interdits en cas de pluie. Retenez bien que les feux de brouillard arrière sont interdits en cas de pluie. À retenir également, les feux de croisement doivent éclairer la route à au moins 30 mètres devant le véhicule. Et les feux de route doivent éclairer la route jusqu'à au moins 100 mètres devant le véhicule. Le symbole représentant les feux arrière est le symbole réponse D numéro 4. Un véhicule de plus de 4 ans doit présenter un contrôle technique datant de moins de 6 mois pour être vendu. Réponse A, oui. Réponse B, non. Un contrôle technique est une inspection périodique obligatoire d'un véhicule pour vérifier qu'il respecte les normes de sécurité et environnementales. Voici ce que vous devez savoir sur le contrôle technique. Le premier contrôle technique d'un véhicule doit être fait avant la 4e année de sa première mise en circulation, plus précisément à partir de 6 mois avant son 4e anniversaire. Donc le premier contrôle technique d'un véhicule doit être fait entre ses 3 ans et demi et ses 4 ans. Puis, il est à renouveler tous les 2 ans. Pour l'achat et la vente d'un véhicule, si le véhicule a moins de 4 ans, le contrôle technique n'est pas obligatoire. Si le véhicule a plus de 4 ans, le contrôle technique doit dater de moins de 6 mois pour être acheté ou vendu. Pour les véhicules utilitaires légers VUL comme les camionnettes ou les fourgonnettes, en plus du contrôle technique à réaliser tous les 2 ans à partir de la 4e année, un contrôle anti-pollution doit également être effectué tous les ans. Où trouver la date du contrôle technique? Sur la vignette à coller sur le pare-brise, sur le procès-verbal du contrôle, c'est le document délivré par le centre du contrôle technique, sur le timbre autocollant collé sur le certificat d'immatriculation, qui est aussi appelé carte grise. Combien coûte un contrôle technique? De 60 à 90 € environ selon les centres. Les 3 catégories de défauts à la suite d'un contrôle technique. En cas de défaut mineur, pas de contre-visite. En cas de défaut majeur, une contre-visite est à réaliser sous 2 mois. En cas de défaut critique, le véhicule n'est plus autorisé à circuler. Combien coûte une contre-visite? De 15 € à 35 € environ. À noter, en cas de défaut majeur ou critique, vous devez effectuer les réparations à vos frais. Si le contrôle technique n'est pas à jour, en cas de contrôle des forces de l'ordre, vous risquez une amende de 135 € pouvant aller jusqu'à l'immobilisation du véhicule. Un véhicule de plus de 4 ans doit présenter un contrôle technique datant de moins de 6 mois pour être vendu. Réponse A, oui. Si un conducteur en période probatoire perd tous ses points, il devra repasser l'examen du code. Réponse A, oui. Réponse B, non. Repasser l'examen de la conduite. Réponse C, oui. Réponse D, non. En période probatoire, vous partez avec un capital de 6 points. La perte de la totalité des points entraîne l'invalidation automatique du permis. Le conducteur reçoit une lettre recommandée l'informant qu'il n'est plus autorisé à conduire, qu'il doit restituer son permis et qu'il devra attendre 6 mois pour repasser l'examen du code et de la conduite. Méfiez-vous, en période probatoire, toute infraction entraînant un retrait de 3 points ou plus impose obligatoirement un stage de sensibilisation à la sécurité routière coûtant environ 300 €.
Si un conducteur en période probatoire perd tous ses points, il devra repasser l'examen du code. Réponse A, oui. Repasser l'examen de la conduite. Réponse C, oui. Réponse A et C. Le retrait maximal de points pour une infraction est de réponse A, 6 points. Réponse B, 8 points. Le retrait maximal de points pour plusieurs infractions simultanées est de réponse C, 6 points. Réponse D, 8 points. Dans le code de la route, les retraits de points et les amendes sont fixés par des contraventions, classées de 5 niveaux de gravité. Les contraventions de première classe, ce sont les infractions les plus légères. Par exemple, un défaut de paiement sur un stationnement ou arrêt non autorisé. L'amende varie de 11 à 17 € et aucun point n'est retiré. En contravention de deuxième classe, on trouve des infractions comme changer de direction sans clignotant, ne pas avoir le disque A pour les permis probatoires ou stationner de manière gênante. L'amende est de 35 € et certaines infractions retirent des points. Par exemple, changer de direction sans clignotant peut coûter 3 points. Les contraventions de troisième classe, on passe à des infractions plus sérieuses, comme un excès de vitesse de moins de 20 km/h sur une route hors agglomération limitée à plus de 50 km/h. Conduire de façon inappropriée, manœuvre acrobatique ou circuler avec un véhicule sans essuie-glace. L'amende est de 68 € avec un retrait pouvant aller jusqu'à 2 points. Les contraventions de quatrième classe, ici on parle d'infractions majeures, comme un excès de vitesse de moins de 20 km/h en agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/h. Ne pas respecter un stop ou un feu rouge ou téléphoner au volant. L'amende monte à 135 € et vous pouvez perdre jusqu'à 6 points. Par exemple, téléphoner au volant coûte 3 points, mais conduire avec une alcoolémie entre 0,5 et 0,8 g par litre d'alcool dans le sang coûte 6 points d'un coup. Méfiez-vous, la première année du permis probatoire compte 6 points. Si vous perdez 6 points la première année, le solde de points tombe à 0. Le permis est invalidé avec un délai de 6 mois pour pouvoir repasser le code et le permis. Vous devrez également passer un examen médical et un test psychotechnique à vos frais. Les contraventions de 5e classe, ce sont les infractions les plus graves, comme un excès de vitesse supérieur à 50 km/h ou conduire sans permis ou sans assurance. Contrairement aux classes 1 à 4 qui ont des amendes forfaitaires fixes, les infractions de 5e classe n'ont pas de montant prédéfini et sont jugées par un tribunal. Le juge fixe l'amende qui peut atteindre 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive, en plus de sanctions complémentaires comme un retrait de points, une suspension de permis ou la confiscation du véhicule. À savoir, il existe une autre catégorie plus sévèrement sanctionnée, ce sont les délits, comme par exemple conduire sous l'influence d'alcool supérieur à 0,8 g par litre de sang, conduire sous stupéfiant ou refuser un contrôle d'alcoolémie ou de stupéfiant. Comment les points se récupèrent et sous quelles conditions? Il est possible de perdre jusqu'à 8 points d'un coup en accumulant les infractions. Par exemple, vous téléphonez, moins 3 points, sans ceinture de sécurité, moins 3 points, en commettant un excès de vitesse, moins 2 points. Comment fonctionne la récupération de points? Si vous perdez un point comme un excès de vitesse léger, vous le récupérez automatiquement au bout de 6 mois, à condition de ne commettre aucune autre infraction entre la date de l'infraction et les 6 mois qui suivent. Dans le cadre d'une infraction de classe 2 ou 3, il faudra attendre 2 ans sans nouvelle infraction pour les récupérer. Dans le cadre d'une infraction de classe 4 ou 5, vous devrez attendre 3 ans sans commettre de nouvelles infractions. Attention, si vous commettez une nouvelle infraction pendant ces délais, le compteur repart à 0. Le nouveau délai de récupération pour l'ensemble des points perdus se base sur la date de la dernière infraction commise. La récupération de points au bout de 10 ans. Les points que vous avez perdus il y a 10 ans, jour pour jour, vous sont restitués automatiquement uniquement pour les contraventions de classe 1 à 4. À noter, la période probatoire dure 3 ans avec un apprentissage classique ou 2 ans avec un apprentissage anticipé.
Dans les deux cas, le permis démarre à 6 points, puis 2 points s'ajoutent par an, ou 3 points pour les conducteurs ayant passé leur conduite en anticipé. À la fin de la période probatoire, le permis passe automatiquement à 12 points, à condition de ne pas avoir eu de retrait de points durant cette période. La suspension de l'augmentation de points annuelle. Une règle importante à connaître en période probatoire, si vous perdez des points au cours d'une année probatoire, vous n'augmentez plus votre capital de 2 points supplémentaires par année. Par exemple, si vous perdez 1 point la première année de votre permis probatoire, le processus se bloque. La deuxième année reste plafonnée à 6 points maximum au lieu de 8 points. La spécificité du permis probatoire. En tant que jeune conducteur, si vous perdez 3 points ou plus en une infraction, comme téléphoner au volant, 3 points, vous devrez obligatoirement suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ce stage coûte environ 200 €, dure 2 jours, doit être réalisé dans les 4 mois suivant l'infraction et vous permet de récupérer jusqu'à 4 points. Le retrait maximal de points pour une infraction est de réponse A 6 points. Le retrait maximal de points pour plusieurs infractions simultanées est de réponse D 8 points. Réponse A et D. Ayant oublié mon permis de conduire, je devrais le présenter au commissariat ou à la gendarmerie dans un délai de 5 jours. Réponse A oui. Réponse B non. Si vous ne pouvez pas présenter votre permis de conduire lors d'un contrôle parce que vous ne l'avez pas sur vous, vous risquez une amende. Si cela vous arrive, vous devrez fournir vos informations personnelles aux forces de l'ordre et préciser que vous possédez un permis valide. Puis vous rendre dans un commissariat ou une gendarmerie dans un délai de 5 jours afin de présenter votre permis et d'annuler l'amende. Petite astuce, pensez à prendre une photo de la carte de votre permis sur votre téléphone. Généralement, les forces de l'ordre le tolèrent. En revanche, si vous n'êtes plus du tout en possession de la carte de votre permis, parce que par exemple vous l'avez perdu, la sanction peut être plus sévère, avec une amende pouvant atteindre 750 €. Si votre permis de conduire est perdu ou volé, rendez-vous sur le site internet de l'ANTS pour déclarer votre situation et faire une demande de fabrication de permis. Une attestation vous sera fournie, valable 2 mois. Ayant oublié mon permis de conduire, je devrais le présenter au commissariat ou à la gendarmerie dans un délai de 5 jours. Réponse A, oui.